vous demande d'accueillir Pierre Morkens. Merci Aurélie, bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir pour moi d'être là aujourd'hui et de témoigner de peut-être qu'à côté de ce que j'ai fait en entreprise, j'ai financé depuis 30 ans toute la recherche en neurosciences, en biologie, en comportementalisme, cognitivisme et en éthologie. Le centre de recherche de Jacques Fradin, que vous connaissez peut-être, et je vais vous en donner un petit morceau pour que vous puissiez vous éveiller à cette capacité d'ouverture dans un monde qui change. Et donc, l'approche dont je vais vous parler, en partie bien sûr, c'est l'approche neurocognitive et comportementale qui est très pratique, très pragmatique, qui nous fait comprendre les choses, mais qui vous donne plein d'outils très pratiques pour vivre tous les jours, soit dans l'entreprise, avec votre conjoint, l'éducation des enfants, voilà tout ce qui nous intéresse. Et c'est pour cela que je vais vous parler de ce que fait l'Institut de neurocognitivisme, qui est une association qui permet en fait à plein de gens d'apprendre, de connaître, de découvrir ces outils par une formation certifiante. En un mot, nous sommes dans un monde dont vous connaissez probablement déjà les mots, volatilité, incertitude, etc. Mais le mot complexité, je voudrais m'arrêter 2 secondes. Le monde est de plus en plus complexe, vous le voyez. Il faut savoir que les connaissances mondiales se multiplient par 2 tous les 7 ans. Donc imaginez la vie de vos petits-enfants. 2 fois 2 fois 2, ça va très très vite. Et comment un humain peut-il absorber cette adaptabilité au monde de demain? Comment notre cerveau est-il fabriqué pour cela? Et peut-être qu'il y a 2 mots qui sont oubliés dans cette formulation que l'on connaît de plus en plus, c'est que nous sommes dans un monde de plus en plus interdépendant. Donc, il n'y a plus la connaissance totale. Donc, on a besoin de l'autre, on a besoin de travailler en intelligence collective avec la connaissance des autres, en s'appuyant sur l'autre. Et pour cela, il faut bien se connaître. Il faut savoir ses limites, mais aussi ses capacités. C'est de cela que je vais vous parler. Et en même temps, apprendre à découvrir l'autre. 2e mot, qui est souvent oublié, qui est plus diffus, c'est la notion d'individuation. Nous vivons dans un monde où aujourd'hui, les gens cherchent à donner du sens à leur vie. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je le fais? Donner du sens. L'individuation, ce mot qui était cher à Théard de Chardin dans les années 40-50, prend tout son sens aujourd'hui. Et c'est pour cela que je vais vous parler du cerveau, parce que c'est un organe exceptionnel dans lequel nous prenons 5-6 000 décisions par jour et qui nous permet précisément, lorsqu'on le comprend, d'apprendre à le maîtriser, mais de façon intelligente pour créer notre bonheur et notre avenir. Et donc, si je vous en parle, vous avez là une coupe du cerveau avec l'avant, le bleu, et l'arrière. Savez-vous qu'un cerveau pèse grosso modo chez l'enfant 350 grammes, à 1 an il a à peu près 1 kilo, et chez nous adultes 1350, 1400 grammes. Ce cerveau possède à peu près 100 milliards de neurones. Imaginez le nombre. Et ce n'est pas tout. Chaque neurone est relié en moyenne à 10 000 autres neurones. Donc nous avons 1 million de milliards de connexions dans notre petit cerveau. Donc vous imaginez bien qu'il y a 30, 40, 50 ans, on ne savait pas tout ça. On le devinait peut-être, mais aujourd'hui on peut voir ce qui s'y passe. Et toutes nos études, tous nos travaux se sont basés sur la compréhension de qu'est-ce qui s'y passe, comment nous prenons des décisions. Et c'est de cela que je vais vous parler. Et en fait, pour être plus caricatural et plus rapide, nous avons d'un côté le côté limbique. Le côté limbique, c'est nos connaissances, nos savoirs, c'est tout ce que nous apprenons au fil du temps, depuis la tendre jeunesse jusqu'à aujourd'hui et demain. C'est là qu'on stocke nos connaissances, nos savoirs, nos savoir-faire, nos motivations, on en a parlé tout à l'heure, aussi nos conditionnements, mais aussi nos préjugés, nos croyances, nos fausses idées, qui nous jouent souvent des tours. Et à côté de cela, nous avons le cortex préfrontal. Ce cortex préfrontal qui prend chez nous à peu près 20% de la masse du cerveau, mais qui va se développer de la petite enfance jusqu'à l'âge de 25-30 ans pour développer en nous la capacité de penser out of the box, de découvrir, d'apprendre, d'être curieux. Donc, c'est le cerveau aussi de l'anticipation, de la spiritualité, alors que les croyances sont plutôt à l'arrière. On vous parle souvent de cerveau droit, cerveau gauche.
Alors, c'est vrai qu'on a des hémisphères droit et gauche. Ce qui est important, c'est l'avant et l'arrière, et c'est de cela que je vais vous parler aujourd'hui. Comment tout ça fonctionne? Eh bien, l'arrière, c'est ce que possèdent aussi les animaux, enfin, du moins les mammifères. C'est le côté créature en nous. Nous sommes des créatures, nous avons des besoins, nous avons des connaissances, des savoirs qui nous permettent de prendre des milliers de décisions par jour. Mais ça reste créature avec des automatismes, des programmes. Et c'est très utile. Vous l'utilisez tous les jours pour vous arrêter au feu rouge, pour démarrer au feu vert. Par contre, l'avant est créateur. C'est lui qui permet d'apprendre. Lorsqu'un enfant, lorsque vous apprenez quelque chose de neuf, ça commence par passer par l'avant et ensuite, avec l'expérience, avec le vécu, ça s'installe à l'arrière. Alors, ce qui est intéressant à comprendre, c'est que nous avons tous des biais cognitifs. Nous avons des croyances, des certitudes qui souvent nous empêchent de passer de ce côté créature au côté créateur. Et dans un monde complexe, dans un monde qui change tous les jours, on a besoin de développer ça. C'est vrai que nos aïeuls, il y a 200 ans, 300 ans, mais entre la naissance et la mort, il y avait peu de changements. Ils apprenaient à partir du vécu. On prenait le temps pour faire les choses. Il y avait peu de choses à apprendre. Donc, on sollicitait beaucoup le mode automatique, alors qu'aujourd'hui, développer son mode adaptatif est capital. Et c'est pour ça qu'aussi, je finance des associations qui développent ça en formant les enseignants. On en forme 1200 à 1500 en Belgique par an, avec des changements colossaux dans les écoles. On vient de créer Savoir-être à l'école en France il y a 1 an et on commence à former les enseignants à ces connaissances, avec succès. Donc, lorsqu'il n'y a pas passage, eh bien, il y a stress. Et voyons d'abord de comprendre comment fonctionne l'arrière, comment fonctionne l'avant. L'arrière, c'est notre zone de confort. C'est ce qu'on connaît, qu'on possède, qu'on utilise des milliers de fois, et heureusement par jour. Et il a des caractéristiques très simples. Il est routinier, il a des habitudes, il est persévérant, il est rigide. Mais la rigidité, elle est vachement utile face au feu rouge. Il y a plein de situations où être rigide, avoir de la rigueur, c'est très important. Il est, comme vous le voyez aussi, il est simplificateur. Ça veut dire que c'est la notion de c'est bien, c'est mal. C'est bon, c'est mauvais. C'est rouge ou vert, c'est noir ou blanc. La simplification, la notion du jugement, elle est utile aussi chaque jour. Lorsque vous rentrez dans une pièce, avoir tout de suite un jugement sur ce qui se passe vous permet parfois de prendre les bonnes décisions. Ensuite, certitude, forcément, puisque c'est notre connaissance, c'est notre savoir-faire, et il est nourri par l'expérience, l'empirisme. Toutes vos expériences enrichissent vos modes limbiques qui vous permettent de prendre des décisions, et il est sensible à l'image sociale. Ça veut dire quoi au regard de l'autre? Les convenances, on en a tous. On a des convenances culturelles dans une entreprise. Tout cela est bien, sauf quand ça nous limite. Sauf quand ça nous rend, en fait, pas intelligents, pas adaptatifs. Et c'est là qu'il est indispensable de découvrir, vous les avez, on l'utilise tous les jours, chacun de vous, les qualités du cortex préfrontal et comment les développer. Voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Vous voyez qu'il a 6 caractéristiques qui sont totalement à l'opposé du mode limbique, mais en même temps complémentaires. La curiosité, c'est la première chose qu'un enfant a dès qu'il naît. C'est une boule de curiosité. C'est passionnant de voir les enfants, de les observer, de se rendre compte qu'ils ont une soif d'apprendre. Et vers l'âge de 5-6 ans, qu'est-ce qui vous bombarde de quoi? De pourquoi maman, pourquoi papa. Et ça a un sens. Les pourquoi, c'est pour apprendre à découvrir, à connaître, à savoir. Et c'est pourquoi, en fait, il y a 3 façons de répondre à l'enfant. Pourquoi la nuit, maman? Ah, tu sais, ça tu comprendras plus tard avec ton professeur de géographie, mais on va plutôt lire l'histoire des petits nounours qu'on a déjà lus 26 fois. Et donc, qu'est-ce qu'on lui dit? Ta curiosité, tu la mets dans la poche de ton pyjama et on va rentrer dans les routines. Non, c'est pas comme ça qu'il faut répondre, parce qu'on enlève le goût de la curiosité. Or, c'est très important. Deuxième façon de répondre, mon petit chou, je vais t'expliquer pourquoi la nuit. Vous prenez son ballon et vous lui dites ça, c'est le soleil, ok? Et vous prenez un objet et vous lui dites ça, c'est la terre.
et vous lui expliquez la rotation de la Terre en 24 heures, il a pigé en 5 secondes que lorsqu'il est là, c'est le jour, et que lorsqu'il est là, c'est la nuit. Vous lui donnez une connaissance supplémentaire, vous répondez à sa curiosité, et il y a une troisième façon de lui parler. Mon petit chou, j'adore ta question. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Vous allez voir l'enfant faire ceci. Oh, je sais pourquoi. Moi, je crois que le soleil fatigué va faire dodo et c'est la lune qui le remplace. Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé dans son cerveau? Il ne savait pas pourquoi. Eh bien, rapidement, il a, en fait, créé des nouveaux circuits neuronaux. Il est allé chercher à gauche, à droite, des connaissances qu'il avait, une histoire d'un oncle, etc., pour créer des nouveaux circuits. Ces moments sont délicieux, sont présents, sont forts, sont nécessaires pour apprendre à s'adapter, à pouvoir être créatif, innovant. Et donc, la curiosité, c'est quelque chose que nous pouvons développer dans nos entreprises, dans nos ménages, en faisant quoi? De la maïeutique. Poser des questions ouvrantes, poser des questions à vous-même et aux autres, de manière à aider votre cerveau et celui des autres à changer d'état d'esprit. Deuxième, c'est la souplesse, c'est la notion d'acceptation. Ce n'est pas pour ça qu'il faut se résigner. Lorsque vous faites du mindfulness, vous travaillez sur cet aspect de la souplesse. Et troisièmement, ensuite, lorsque vous développez ces deux premiers, vous ouvrez votre horizon. C'est là qu'on commence à nuancer. La nuance, c'est ni blanc ni noir, c'est pas bien ou mal. Vous savez, derrière des choses qui nous ennuient, il y a souvent des opportunités colossales qu'on loupe lorsqu'on n'est pas ouvert, lorsqu'on n'a pas cette sérénité d'ouverture que développe le cortex préfrontal, ce qui entraîne la relativité, prise de recul. Voilà ce qui est nécessaire dans des situations délicates. Et ça entraîne ensuite la notion de réflexion logique, le bon sens, l'intuition. Ah oui, l'intuition, c'est une capacité du cortex préfrontal qui est fabuleuse. Vous savez, la nuit porte conseil, on connaît tous ce proverbe. Lorsque vous vous endormez avec quelque chose que vous n'avez pas résolu pendant la journée, déposez la chose sur votre table de nuit. Dormez de tout votre soûl et le lendemain, souvent, on a des idées nouvelles parce que le cortex, il continue à bosser la nuit. Et c'est lui qui nous donne des idées nouvelles. C'est lui qui permet de prendre du recul, de l'ouverture. Voilà ce qui est important pour développer en nous, dans notre façon d'éduquer les enfants, de nous-mêmes, de nous transformer. Se changer soi, ça commence par développer du cortex préfrontal pour avoir des opinions personnelles. C'est ce qu'on appelle faire la bascule. Vous la faites tous les jours des centaines de fois sans vous en rendre compte, mais il y a des fois où on ne le fait pas. Et là, il se passe quelque chose qu'on va voir dans un instant. Mais développer le cortex préfrontal amène toutes ces qualités, développe notre lucidité, développe notre créativité, notre capacité d'innovation. Notre intuition, je viens d'en parler, notre agilité d'esprit. Et aussi, cette capacité d'adaptabilité. Voilà ce qui est nécessaire dans un monde qui change et qui aujourd'hui est indispensable à développer en nous dès la petite enfance. Ce qui se passe lorsqu'on ne passe pas en bascule, c'est quoi? Eh bien, c'est le stress. Et le stress a un sens dont je vais vous parler aujourd'hui, parce qu'il faut être attentif au stress. Je vais vous expliquer d'où il vient, pourquoi il vient. Mais lorsqu'on ne passe pas du mode automatique au mode adaptatif, le stress s'installe. Et pourquoi? Parce qu'on reste dans notre zone de confort. On a des certitudes. C'est comme ça, c'est pas autrement. Et on n'ouvre pas son esprit. Et à ce moment-là, le stress s'insinue en nous. Pour faire quoi? Pour nous rappeler quelque chose de très utile qu'on va découvrir avec un petit outil que je vais vous donner tout à l'heure. Donc, lorsque la bascule ne se fait pas, le stress s'installe. Et c'est quoi le stress? Mais le stress est une capacité biologique tout à fait naturelle que les animaux ont et que nous avons également. Le stress, à la base, c'est une poussée d'adrénaline, de dopamine et autres pour nous permettre biologiquement et physiologiquement
de nous sauver soit de la mort, soit d'un accident, soit de quelque chose qui va toucher notre intégrité physique. Et lorsque notre reptilien voit un danger, il va instantanément se mettre en fuite, en lutte ou en inhibition, c'est les travaux d'Henri Laborie, pour éviter la catastrophe. Donc le stress a une utilité tout à fait physiologique. Et pourtant, aujourd'hui, les tigres devant notre porte, les mammouths devant les grottes, etc., ça n'existe plus trop. En fait, le stress physiologique, on n'y est pas confronté tout le temps. Tout le temps. Non. Par contre, nous stressons peut-être plus que nos anciens. Et c'est là qu'on découvre le stress psychosocial. Ah, le stress psychosocial, c'est quoi? Mais c'est un stress qui naît et qui prend les allures, comme vous le voyez là, dans la fuite de la gêne, de l'anxiété, de la peur, de l'angoisse. Lorsque c'est de la lutte, c'est plutôt colère, agacement, énervement. Et dans l'inhibition, c'est plutôt la déprime, la démotivation. Voilà des émotions que nous avons à découvrir, à entendre en nous. Apprendre dès la petite enfance à mettre des mots sur nos émotions, voilà ce qui permet à chacun, petit à petit, de pouvoir se transformer. Et vous allez voir comment. Donc, les deux répondent à une même loi. Il y a stress lorsqu'il y a danger. Le premier, c'est danger physiologique, et là, heureusement que le stress existe. Et le deuxième, il y a un danger, et il est quoi? C'est quoi le danger qu'il y a derrière? C'est le danger de nos pensées. Figurez-vous que nos pensées, nos croyances, nous jouent des tours tous les jours. Et comment les déconstruire? Voilà ce vers quoi je vais vous amener. Et en fait, bon, on le sait aujourd'hui que le stress empêche globalement la créativité, l'écoute, l'autonomie, la communication est mauvaise, ça ne passe pas. On est collé dans la colle, on est le nez dans le guidon, je dirais presque. Et c'est là qu'on prend de mauvaises décisions. C'est pour ça qu'il faut parfois mieux dire « je prends ma décision demain » pour être plus serein. Et cette sérénité, ça peut se bâtir. Alors, le mécanisme qui y a là derrière, c'est quoi? Bon, vous connaissez probablement le fameux triangle pensée, émotion, comportement. Et ces comportements sont forcément nourris par nos décisions. Je vous ai dit tout à l'heure, on prend grosso modo 5 à 6 000 décisions face à 5 à 6 000 situations. Des situations hyper simples et des situations complexes. Et lorsque nous avons des émotions de stress, lorsque on est dans la fuite, dans la lutte, dans l'inhibition, en fait, c'est un signal d'alarme. Ah, comment faire du stress un allié? C'est en mettant des mots dessus et en essayant de découvrir leur origine. Et l'origine de tout stress, c'est forcément dans nos pensées, dans ce que nous croyons, dans nos certitudes, dans nos rigidités. C'est là qu'on doit aller puiser le pourquoi. Le stress vient de ces rigidités, de ces convenances parfois qui nous bloquent. Et c'est ce qui entraîne la stressabilité. C'est quoi la stressabilité? La stressabilité, c'est ma capacité ou mon incapacité à rester calme, à rester serein devant un événement. Je peux, moi, animer tous les lundis matins une réunion avec 4 personnes. Je suis pilote d'un groupe de pilotage et il y en a un qui arrive toujours en retard, là, toujours en retard. Et moi, ça m'énerve, quoi. Et il est 9h20, il n'est pas encore là. Ça fait 20 minutes qu'on attend tous. Et mon voisin, il me dit, mais à quoi ça sert? Il est cool, quoi. Et il me dit, mais commence à 9h. Fais les choses comme tu l'as décidé, tu verras bien. Mais non, il n'est pas là, il ne va pas entendre, etc. Et qui des deux sera le plus capable de parler à l'autre pour précisément lui faire entendre de venir à temps? C'est forcément celui qui est cool. Il pourra avoir les mots qu'il faut pour nourrir l'autre. Tandis que celui qui est stressé et énervé, il reste collé dans la colle. Et donc, si on voit ça de plus loin, on peut garder cette formule. Le stress, et aujourd'hui on le voit en IRM, lorsque quelqu'un stresse, son cortex préfrontal, il est plat.
Ça veut dire qu'il ne bouge pas. Il n'y a que l'arrière du cerveau qui est en train de mouliner devant des situations, et c'est pour ça que le stress, qui est un inhibiteur d'intelligence adaptative, dépend de 3 facteurs. Le stresseur, en général il a bon dos, le stresseur, la stressabilité, c'est ma façon à moi de voir les choses, et c'est là-dessus que je dois travailler, et c'est pour ça que ces pensées, nous devons les travailler. Nous avons à le faire en travaillant sur nos antivaleurs. On a tous des valeurs et c'est bien, mais c'est bien d'avoir des valeurs, sauf si on a l'antivaleur correspondante. Moi, j'adore la réussite et si j'ai horreur de l'échec, je risque peu de réussir. Je risque peu de réussir parce que je n'ose pas. J'ai peur de l'échec, je ne vais pas oser, je ne vais pas être audacieux, donc je vais rarement réussir. C'est la même chose pour tous les autres. Et donc, un outil que nous allons vivre cet après-midi dans l'atelier, pendant 1h15, nous allons travailler sur un outil tout particulier qui permet de déconstruire chacune de ces aversions suivant les aversions que vous avez. Et pour terminer, le message que j'ai envie de vous faire passer est le suivant. On vient de voir que dans un monde de plus en plus complexe, nous avons à développer de plus en plus de compétences et de connaissances. Et la formation continue, c'est une norme aujourd'hui. Sinon, on est dépassé. Mais pour apprendre, ce qui est nécessaire, indispensable, c'est de travailler sur soi. De travailler sur soi, de travailler sur nos contenants. Ah, c'est quoi les contenants? C'est le savoir-être, c'est l'écoute, c'est tout ce qu'on vient de découvrir. Et c'est pour ça que lorsque je vous le fais vivre avec cette bouteille, nous sommes tous des contenants, nous avons tous des capacités colossales et heureusement déjà plein de connaissances et de contenus. Le seul problème, et c'est ce que j'ai voulu vous montrer, c'est que dans notre arrière du cerveau, nous avons aussi certains contenus un peu dangereux. C'est des fausses croyances et des idées. Et lorsqu'elles sont touchées, voilà ce qui se passe. On stresse, ok? Et lorsque nous stressons, eh bien c'est très simple. Lorsque nous stressons, voilà ce qui reste comme capacité d'adaptabilité. C'est là que le problème commence. Et le monde est un peu comme ça. Et donc, il faut aujourd'hui travailler dès la petite enfance sur le développement de nos connaissances. Et pour ça, redonner du souffle à la vie pour retrouver sa joie d'être. Je vous remercie infiniment.